Dans les hôpitaux, le personnel soignant est souvent sous pression en hiver à cause d'une augmentation des admissions et c'est d'autant plus vrai dans les unités pédiatriques parce que les enfants sont les premiers à tomber facilement malades quand les températures chutent. C'était déjà le cas en 1991 et cette année-là, en février, à l'hôpital anglais Grantham et Kesteven, le personnel soignant fait effectivement face à un afflux plus conséquent de patients, mais personne n'est inquiet. C'est pareil tous les ans et il n'y a généralement pas de problème majeur, mais contre toute attente, en cette année 1991, l'état de plusieurs enfants admis pour des pathologies bénignes a priori s'aggrave subitement sans que les médecins ne puissent expliquer pourquoi. Vous allez le voir, la raison de ces aggravations soudaines fait froid dans le dos. La conclusion de cette affaire aussi effroyable qu'inattendue a secoué le monde entier. Générique. Nous sommes le 21 février 1991 et la journée commence tranquillement dans l'L4, l'unité pédiatrique du Grantham et Kesteven, un hôpital local sans prétention, situé dans le Lincolnshire au Royaume-Uni. C'est un service modeste, mais les chambres y sont privées, l'endroit est calme et surtout accueillant pour les enfants qui apprécient tout particulièrement les nombreux personnages de dessins animés qui ornent les murs. Les jeunes admis présentent essentiellement des pathologies sans réelle gravité. On y traite par exemple beaucoup de membres cassés, de foulures, d'otites et autres infections ORL, avec un nombre d'admissions qui reste plus ou moins constant tout au long de l'année. En gros, en dehors du classique pic hivernal, il n'y a généralement pas la cohue, et heureusement parce que l'établissement est depuis un moment en sous-effectif. Cela dit, le personnel qui travaille est connu pour être consciencieux. On sent qu'ils aiment leur métier et qu'ils ont à cœur le bien-être de leurs petits patients. Ça tombe bien, parce que c'est justement ce que recherche Joanne Taylor, qui passe ce 21 février 1991 les portes de l'unité pédiatrique avec son fils Liam dans les bras, un bébé tout juste âgé de 7 semaines. Il semble avoir une gêne respiratoire et, avec un nourrisson, la jeune maman préfère être prudente. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de se rendre immédiatement à l'hôpital, où Chris, son mari, les rejoint peu après leur arrivée. Liam est pris en charge et on lui diagnostique une pneumonie. Oui, il est assez malade, mais il est stable et le médecin qui l'a ausculté est pour ainsi dire optimiste puisqu'il pense que Joanne et Chris pourront ramener leur enfant à la maison rapidement. Ils sont invités à rentrer chez eux afin d'y passer la nuit et ils acceptent sans problème, après tout, leur fils est entre de bonnes mains. Le lendemain, néanmoins, une mauvaise surprise les attend lorsqu'ils reviennent à l'hôpital puisqu'ils apprennent que l'état de Liam s'est aggravé dans la nuit et qu'il a dû recevoir des soins de toute urgence. Heureusement, il va mieux et se rétablit doucement. Soulagés, mais toujours très inquiets, Joanne et Chris sont rassurés par l'infirmière qui s'occupe des soins de leur fils. Elle leur promet de bien veiller sur lui et elle s'est même portée volontaire pour effectuer une garde supplémentaire la nuit suivante. Mais cette nuit-là, malheureusement, Liam Taylor fait un arrêt cardiaque et les efforts des médecins pour le ranimer restent vains. Le manque d'oxygène lui a causé de graves lésions cérébrales et ses poumons ne fonctionnent encore que grâce à des machines. Son père et sa mère prennent alors la déchirante décision de le laisser partir. Tout le personnel du service est sous le choc parce qu'un bébé, qui n'avait de plus aucun problème de cœur, vient de décéder d'une insuffisance cardiaque et personne ne comprend comment ni pourquoi son état s'est détérioré de la sorte. Il n'y a là-dedans aucune logique médicale. Il l'ignore encore, mais ce qui est arrivé à Liam va se reproduire plusieurs fois dans des circonstances tout aussi inexplicables. Le 5 mars, 2 semaines après ces événements, l'L4 accueille un nouveau patient, Timothy Hardwick, âgé de 11 ans. C'est un jeune garçon atteint de paralysie cérébrale qui souffre régulièrement de crises d'épilepsie. C'est d'ailleurs l'une d'elles qui conduit ses parents à l'emmener à l'hôpital ce jour-là. Timothy est pris en charge et placé en chambre, mais rapidement, l'infirmière qui s'occupe de lui appelle la réanimation en catastrophe parce qu'il ne respire plus et commence à devenir bleu. Les médecins ne parviennent malheureusement pas à le sauver et doivent prononcer son décès. Il n'est pas le premier à avoir souffert d'une dégradation aussi soudaine qu'incompréhensible de son état de santé. De ce fait, une autopsie est demandée, mais elle n'apporte aucun élément de réponse concluant et il en est déduit que le décès de Timothy doit être dû certainement à son épilepsie. 2 décès sont survenus en peu de temps et
toujours personne au sein de l'équipe soignante n'est en mesure de pouvoir expliquer clairement pourquoi. En effet, même les infirmières les plus expérimentées n'avaient jamais vu ça. Les bruits de couloir disent que c'est peut-être un nouveau virus qui traîne ou que le service traverse peut-être juste une mauvaise passe. Parfois, des enfants admis très malades meurent, c'est extrêmement triste, mais au sein d'un hôpital, ça arrive. Dans une chambre voisine de celle qu'occupait Timothy, il y a Kaylee Desmond, une petite fille d'à peine 1 an qui avait été admise le 3 mars parce qu'elle souffrait de congestion thoracique. Elle semble avoir plus de chance puisqu'au grand soulagement de tous, elle est en train de se rétablir, mais ce répit n'aurait été que de courte durée puisqu'elle fait elle aussi un arrêt cardiaque le 10 mars. Cette fois, en revanche, l'enfant peut être réanimé et elle est transférée dans la foulée à l'hôpital de Nottingham où on l'ausculte, une auscultation qui révèle qu'elle présente un petit trou assez étrange sous l'une des aisselles ainsi qu'une bulle d'air sous la peau près de ce point. C'est inhabituel, mais les médecins concluent qu'il s'agit probablement des stigmates d'une injection accidentelle. Et de son côté, la famille de Kaylee est aussi surprise qu'heureuse puisqu'elle se rétablit étonnamment bien après ce qu'elle a traversé à Grantham et Kesteven. Le 20 mars, une bronchite est diagnostiquée à Paul Crampton, un bébé de 5 mois. Son état n'est pas vraiment préoccupant, mais une hospitalisation est tout de même demandée par précaution. Paul recouvre rapidement la santé et peu après, ses parents sont autorisés à le ramener chez eux. Ils quittent alors la chambre de leur fils afin de remplir les papiers de sortie, mais durant ce court laps de temps, l'état de Paul se dégrade soudainement et c'est aussi surprenant qu'incroyable. Il semble souffrir d'un choc insulinique et frôle de peu le coma, non pas à 1, mais à 3 reprises. Les médecins qui parviennent à le stabiliser restent abasourdis. Et pour cause, comment est-il possible que le taux de sucre contenu dans son sang ait pu s'effondrer de cette façon ? Et le mystère va encore s'épaissir un peu plus puisque le problème se reproduit une nouvelle fois dans l'ambulance alors qu'une partie de l'équipe de l'L4 conduit Paul vers un autre hôpital, mais heureusement, le petit garçon en réchappe de justesse et tout le monde s'accorde d'ailleurs à dire que ça relève presque du miracle qu'il soit toujours en vie. Tout comme ça a été le cas pour Kaylee Desmond, l'état de santé de Paul Crampton connaît une nette et rapide amélioration après son transfert. Le jour suivant, ce qui semble être une véritable série noire à l'hôpital Grantham et Kesteven se poursuit lorsque la pneumonie de Bradley Gibson, âgé de 5 ans, se transforme elle aussi en insuffisance cardiaque. Les médecins qui parviennent à le réanimer après une demi-heure d'efforts intenses sont consternés par les résultats d'une prise de sang effectuée sur Bradley puisqu'elle révèle que son taux d'insuline est anormalement élevé. Il fait dans la même nuit une seconde attaque cardiaque avant d'être transporté à l'hôpital de Nottingham et suite à ça, à la surprise générale encore une fois, il se rétablit comme si de rien n'était. L'exact même scénario se reproduit avec Yi-Kyung Chan, alias Henry, 2 ans, qui est admis pour avoir chuté d'une fenêtre et recouvre rapidement la santé à Nottingham après avoir fait 2 arrêts cardiaques à Grantham et Kesteven. Cette fois-ci, personne ne se pose réellement de questions puisque les blessures qui avaient valu son admission à Henry étaient assez graves pour laisser penser qu'elles pouvaient être la cause de la dégradation de son état. Le 1er avril, Becky Phillips, 2 mois, est admise à son tour. Elle est, ainsi que sa sœur jumelle Katie, très fragile parce que toutes les deux sont nées prématurées. D'où la nécessité d'une hospitalisation rapide lorsque Becky commence à présenter tous les signes d'une gastro-entérite. 2 jours après, elle est autorisée à quitter l'hôpital parce qu'elle semble aller mieux. Tout ça en dépit d'une alerte donnée par l'infirmière, alors en charge de ses soins. En effet, cette dernière avait signalé peu avant sa sortie que Becky souffrait d'hypoglycémie, mais l'une de ses collègues ayant examiné l'enfant n'a rien trouvé qui indiquait que c'était le cas et l'a laissée libre de regagner son foyer. Malheureusement, une fois la nuit arrivée, elle semble être en souffrance. Becky crie à plein poumon devant ses parents, Suzanne et Peter, qui sont inquiets et qui ne savent pas vraiment quoi faire pour la soulager. Un médecin, appelé en urgence, l'examine et conclut qu'elle a des coliques, ce qui est un problème courant chez les bébés, mais généralement assez bénin. Becky est donc couchée dans le lit parental afin que son père et sa mère puissent garder un œil sur elle, et elle s'y éteint silencieusement pendant la nuit. Si perdre un enfant, toujours une épreuve terrible pour les parents, je vous laisse pas imaginer la détresse de Suzanne et de Peter quand au petit matin, ils se sont réveillés et ont découvert leur petite fille inanimée dans leur lit. Alors, se pourrait-il que l'infirmière qui avait donné l'alerte au sujet de l'état de santé préoccupant de Becky avant sa sortie ait eu raison ? Une autopsie est conduite sur son corps, mais elle ne permet pas de mettre en lumière clairement la cause de sa mort. Aussi, par précaution, Katie, la sœur jumelle de Becky, est admise à Grantham et Kesteven afin de pouvoir y être surveillée de près. Mais le sort semble s'acharner sur cette famille puisque la seconde petite fille de Suzanne et Peter Phillips fait un arrêt cardiaque peu de temps après son arrivée à l'hôpital. C'est grâce à Beverly Halit, l'infirmière de garde,
et à son signalement très rapide des symptômes observés chez Katie que les médecins parviennent à la sauver. D'ailleurs, c'était déjà Beverly qui avait donné l'alerte pour Becky. Malheureusement, un second arrêt cardiaque la frappe 2 jours après et si elle réchappe également de celui-là, son cerveau a lui été privé trop longtemps d'oxygène. Katie est transférée à l'hôpital de Nottingham, mais elle gardera probablement de lourdes séquelles. Néanmoins, pour Suzanne, sa mère, c'est un véritable miracle qu'elle ait survécu et, après l'horreur traversée ces derniers jours, elle déborde de gratitude envers Beverly Halit. Elle doit à l'infirmière la survie de Katie et elle lui demande donc de devenir sa marraine. C'est malheureusement la seule note positive qu'il y a dans cette histoire puisque les graves déconvenues continuent de se succéder au sein du service. L'état de santé de pas moins de 4 autres enfants, pourtant eux aussi admis dans un état stable, se dégrade de la même façon, toujours sans l'ombre d'une explication logique. Si sur place, personne ne se pose réellement cette question pour l'instant, à Nottingham, les rétablissements quasi miraculeux après leur transfert de plusieurs patients, qui souffraient du même type de problème à leur arrivée, commencent à éveiller les soupçons du corps médical. Et si c'était au sein même de l'unité pédiatrique de l'hôpital Grantham et Kesteven que quelque chose n'allait pas? Il faudra malheureusement qu'un dernier incident tragique survienne pour que des réponses soient apportées et ce dont je parle, c'est du décès de Claire Peck, 15 mois, qui souffre d'asthme. Elle éprouve souvent des difficultés à respirer, ce qui fait qu'elle est une habituée du service qui vient régulièrement à l'hôpital pour y recevoir son traitement et en ressort en général quelques heures plus tard. Pour l'aider, un tube doit être passé dans sa gorge et, pendant qu'on prépare l'intervention, Claire est conduite dans une salle où elle est laissée quelques minutes en compagnie de l'infirmière chargée de ses soins. Mais cette dernière sonne rapidement l'alerte, l'enfant est en train de faire une attaque cardiaque. La réanimation intervient immédiatement et parvient à ramener Claire, mais des cris retentissent à nouveau peu après. La petite fille a encore une fois cessé de respirer et malheureusement, malgré les efforts des médecins, cette seconde crise cardiaque lui est fatale. Ce 4e décès est celui de trop pour le personnel soignant de l'L4 qui voit en plus une énième autopsie n'apporter aucun nouvel élément de réponse. Le mystère reste entier et une enquête est diligentée. En effet, le nombre d'enfants ayant eu une ou des attaques cardiaques au cours des 2 derniers mois au sein de cet hôpital est définitivement anormal. Toutes les pistes sont explorées et l'enquête débute par la recherche d'un éventuel virus aéroporté. Mais ça ne donne rien. L'analyse du sang de la dernière victime d'arrêt cardiaque, Claire Peck, révèle en revanche un niveau élevé de potassium, ce qui vient confirmer l'anormalité de la situation. Une exhumation du corps de la petite fille est alors demandée et des traces de lignocaïne sont retrouvées dans ses tissus, ce qui est très étrange, parce que si cette substance est fréquemment utilisée en cas de crise cardiaque, ce n'est jamais le cas chez les bébés. Le chef de la police, Stuart Clifton, commence à avoir l'intuition qu'il a peut-être été fait du mal volontairement aux enfants et il tente de connecter les points en examinant un à un tous les dossiers présentant des similitudes troublantes, à commencer par ces taux très élevés d'insuline retrouvés chez plusieurs patients. Il prend contact avec les familles des victimes et fait installer des caméras de vidéosurveillance dans l'unité pédiatrique. Bref, il s'investit corps et âme dans cette enquête. Un premier interrogatoire est mené parmi les employés du service et rien de spécial n'en ressort. Mais dans le même laps de temps, un détective privé, Neil Jones, se voit chargé de la recherche d'indices en dehors de Grantham et Kesteven. Ces investigations vont le conduire à Nottingham, l'hôpital qui avait admis plusieurs patients en provenance de l'L4, où il récupère 9 échantillons de sang, parmi lesquels celui de Paul Crampton, le 4e enfant à avoir souffert d'attaque cardiaque. Son sang est passé au crible une seconde fois, et si la première analyse avait conclu que le taux d'insuline qu'il contenait au moment du prélèvement était de 500 milliunités par litre, c'était en fait dû à une limitation de la machine qu'il avait effectuée, et le véritable résultat est tout simplement édifiant, puisqu'il est de 47 000 milliunités par litre. Il s'agit de la seconde valeur la plus élevée jamais enregistrée au monde, et il est immédiatement confirmé par les experts en médecine qu'un tel chiffre ne peut être dû qu'à une injection d'insuline. La même anomalie est retrouvée dans la plupart des autres échantillons, qui contiennent également des taux très élevés de potassium et de lignocaïne. La piste qui pointait vers la présence d'un tueur au sein même des murs de l'hôpital devient alors la plus probable. Le défi suivant pour les enquêteurs, c'est d'arriver à comprendre comment l'éventuel coupable a pu s'y prendre. En effet, l'insuline n'est pas en accès libre, elle se trouve dans un réfrigérateur fermé dont seul le personnel soignant a la clé. Une clé qui a été déclarée perdue par une infirmière, Beverly Halit, qui est aussi la dernière à l'avoir eue en sa possession. Et c'est grâce au journal de bord des infirmières du service, dont plusieurs pages sont d'ailleurs manquantes, que les enquêteurs vont également découvrir que le facteur commun à tous les événements suspects
qui se sont produits depuis le début, c'était la présence systématique de Beverly Allitt auprès des enfants dont l'état de santé s'est dégradé. Elle est la seule infirmière qui était de garde à chaque fois. 3 semaines après le début de l'enquête, le 21 mai 1991, Beverly Allitt est mise en état d'arrestation et durant son interrogatoire, elle nie avoir jamais attenté à la vie de ses jeunes patients. Néanmoins, une seringue ainsi que les pages qui avaient été arrachées du journal de bord des infirmières se retrouvaient chez elle lors d'une perquisition. D'ailleurs, l'attitude de Beverly Allitt décontenance quelque peu les autorités puisqu'elle se montre étrangement calme. Elle n'affiche aucun signe d'anxiété ou de nervosité, contrairement à ce qui est normalement observé chez quelqu'un qui est suspecté d'avoir commis un meurtre. À vrai dire, elle semble se distancer totalement de ce qu'elle est en train de vivre et en l'absence d'aveu de sa part ou de preuves directes la reliant aux attaques des enfants, la police ne peut pas l'inculper et Beverly est relâchée en attendant la poursuite des investigations. Les médias du monde entier s'emparent de l'affaire. En effet, une infirmière suspectée d'avoir commis des meurtres sur son lieu de travail est une chose à laquelle personne ne s'attendait et ça défraie littéralement la chronique. La police se heurte même à l'opinion populaire puisque le métier de Beverly inspire naturellement confiance aux gens et qu'il leur paraît totalement invraisemblable qu'elle ait pu faire ça. Ses collègues, eux aussi, peinent à croire qu'elle puisse être responsable de telles atrocités, tant elle était en apparence bienveillante, à l'aise avec les enfants et bien intégrée au sein même de l'équipe. Même les parents des victimes, qui apprécient tous Beverly, doutent de sa culpabilité et la famille de Katie Phillips, qui avait invité l'infirmière à devenir la marraine de leur fille, va jusqu'à engager un détective privé pour tenter de prouver qu'elle a été piégée. Beverly, qui est maintenant la principale suspecte d'une enquête pour meurtre, n'est plus autorisée à travailler à l'hôpital pendant les investigations. Elle est alors placée en congé et emménage chez l'une de ses amies proches, Tracy Jobson, qui vit toujours chez ses parents à Peterborough. Après son départ, plus aucun problème ne sortant de l'ordinaire n'est constaté à Grantham et Kesteven. En revanche, des choses curieuses commencent à se produire au sein du nouveau foyer de Beverly après son arrivée. Le chien est retrouvé en train de se rouler au sol, mousse à la gueule, et le frère de Tracy, Jonathan, qui est âgé de seulement 14 ans, fait un malaise au cours d'une sortie le 4 août 1991. Il est immédiatement conduit à l'hôpital où il apprend plus tard qu'il a fait une crise d'hypoglycémie et, coïncidence troublante, avant qu'il sorte, Beverly lui avait servi un verre de jus de fruits dont Jonathan avait trouvé le goût assez étrange. La mère de l'adolescent, Aileen, qui a constaté que la survenue des incidents cadre avec l'arrivée de l'ami de sa fille chez eux, appelle immédiatement la police et Beverly est à nouveau placée en garde à vue. Le 20 novembre 1991, les autorités ont assez de preuves pour placer Beverly Allitt en état d'arrestation pour 4 chefs d'inculpation de meurtre, 11 chefs d'inculpation de tentative de meurtre et 11 chefs d'inculpation de lésions corporelles graves. Elle est incarcérée à la prison de Wakefield dans l'attente de son procès et, encore une fois, la réaction de Beverly lors de son arrestation a choqué les policiers puisque, justement, elle n'en a pas eu. Aucune émotion n'a émané d'elle et elle n'a fait aucun commentaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'apparent détachement de Beverly par rapport à ce dont on l'accuse est effarant. Rappelons que 13 enfants ont été victimes d'une attaque, parmi lesquels 4 sont morts, les autres ayant été laissés avec de graves séquelles. Effarant, oui, mais pas nouveau, puisqu'elle avait été la seule du service pédiatrique à n'avoir montré aucune empathie face à la souffrance des enfants, ce qui tranche d'ailleurs avec l'empressement qu'elle montrait à se rendre disponible pour prendre en charge leurs soins, ainsi qu'avec la gentillesse dont elle faisait preuve envers eux avant que leur état ne se dégrade. Pour comprendre qui est vraiment Beverly, dont la personnalité questionne, il va falloir creuser un peu plus dans son passé, et il y a des chances que ce bond en arrière vous fasse froid dans le dos. Beverly Gail Allitt est née le 4 octobre 1968 à Corby Glen, un village niché dans le Lincolnshire, au Royaume-Uni. Elle est la cadette d'une fratrie de 4 enfants, elle a 2 sœurs et un frère. Elle est décrite comme une enfant assez banale, qui ne se démarque en rien, et même si elle est constamment en recherche d'attention, c'est une fillette normale qui grandit dans un petit village à la campagne. Sur les bancs de l'école, Beverly n'excelle pas et elle rate même son 11+, un examen qui servait auparavant à évaluer le niveau des élèves anglais en fin d'école primaire. Ça représentait un passage important dans leur scolarité puisque leurs résultats à l'11+ déterminaient dans quel type d'établissement ils allaient être envoyés par la suite. Il y avait les Grammar Schools, pour ceux qui étaient susceptibles de poursuivre leurs études à l'université, les Central Schools, qui offraient une formation artisanale et commerciale,
ainsi que des compétences domestiques pour les filles. Et enfin, les Secondary Modern Schools qui dispensaient une éducation secondaire basique. Suite à son échec à l'examen, c'est dans une école de cette dernière catégorie qu'est envoyée Beverly. Elle intègre la Charles Reed Secondary Modern School. Et là encore, elle ne brille pas par ses notes qui restent mauvaises, ni d'ailleurs par sa sociabilité puisque ses camarades trouvent qu'elle n'est pas toujours très sympa. En parallèle, elle remarque que lorsqu'elle est blessée ou malade, l'attention des adultes se porte sur elle. Elle commence alors à s'infliger elle-même des blessures ou simplement à s'en inventer pour qu'on s'intéresse à elle. En 2 ans, Beverly devient une habituée des visites à l'hôpital. Elle dit souffrir de maux de cou, de maux de dos, de bleus, de coupures, etc. Quasiment chaque semaine, elle se plaint d'un nouveau problème de santé. En 1984, elle arrête ses études à 16 ans, avec un bagage académique très mince, mais ses nombreux séjours à l'hôpital se révèlent utiles puisqu'une infirmière qui y travaille et qui l'apprécie beaucoup décide de lui venir en aide en lui prêtant des livres et de l'équipement afin qu'elle puisse à son tour apprendre le métier d'infirmière. 1 an plus tard, à l'âge de 17 ans, Beverly commence à prendre des cours de préparation aux soins infirmiers à l'université de Grantham et elle trouve un emploi à mi-temps dans un pub local, le Fighting Cocks. Là-bas, elle fait la connaissance de quelques garçons dont elle se rapproche et sa tendance toute naturelle à constamment inventer des histoires à son propre sujet lui vaut d'ailleurs un surnom peu flatteur au sein du groupe, la fable. Sa première relation sérieuse, Beverly, la vit avec Steve Biggs, rencontré également au Fighting Cocks en septembre 1987. Ils se fiancent, mais leur histoire prend rapidement fin en raison de l'agressivité dont elle fait preuve, puisque, non content de mentir en permanence à Steve, Beverly le bat et l'humilie régulièrement. Même si peu de gens l'ont su à l'époque, ça donne quand même une petite idée de ce dont elle était capable. En septembre 1988, Beverly est acceptée à l'hôpital Grantham et Casteven, au sein duquel elle doit débuter sa formation d'infirmière. Et peu après son arrivée, d'étranges choses commencent à se produire dans les dortoirs de l'école de médecine. Des rideaux prennent feu, des excréments sont retrouvés dans le réfrigérateur, sous la cuisinière ou sur les portes, de la glu est insérée dans les serrures, etc., etc. Les responsables n'arrivent pas à mettre la main sur le ou la coupable, et même si de nombreux indices pointent en direction de Beverly, elle parvient à ne pas se faire attraper et poursuit tranquillement ses études, malgré de très nombreuses absences. En effet, ses affabulations au sujet de son état de santé deviennent toujours plus nombreuses, tant et si bien qu'en novembre 1990, au bout de 2 ans de formation, elle totalise 126 jours d'absence pour maladie et a effectué plus de 50 visites chez le médecin juste au cours de la dernière année. Tout ceci, bien sûr, n'est pas sans conséquence puisque le 5 décembre 1990, lorsqu'elle passe un entretien d'embauche afin de décrocher son premier emploi d'infirmière, Beverly est la seule des 9 postulants à être refusée. Elle doit continuer sa formation pendant 10 semaines supplémentaires, mais le manque de personnel qui impacte fortement l'hôpital Grantham et Casteven va jouer en sa faveur puisqu'elle parvient finalement à obtenir un poste au sein de l'L4, l'unité pédiatrique. Beverly n'est normalement pas assez qualifiée pour pouvoir travailler au contact d'enfants. En effet, elle n'a effectué que 2 ans de formation, là où il y en aurait fallu au moins 3. Mais l'établissement a un besoin urgent d'infirmières dans ce service à ce moment-là, et les conditions de recrutement s'en retrouvent donc fortement assouplies, ce qui permet à Beverly d'obtenir son ticket d'or, alors que, sans le savoir, le service de recrutement, lui, a fait entrer un loup de la pire espèce dans sa bergerie. C'est ainsi que le 18 février 1991, Beverly Allitt commence à travailler en tant qu'infirmière à l'hôpital Grantham et Casteven, avec qui elle vient de signer un contrat de 6 mois, et a priori tout se passe bien. Elle semble avoir envie d'apprendre et fait en sorte de plaire à ses collègues. De plus, son arrivée au sein du service pédiatrique tombe à point nommé puisque plusieurs cas d'hypoglycémie totalement inattendus donnent du fil à retordre au personnel soignant qui perd 2 patients dans les 2 semaines suivantes. La suite, vous la connaissez déjà, Beverly va faire 13 victimes, dont 4 vont perdre la vie, et ce n'est que 2 ans après les faits que l'infirmière va enfin faire face aux conséquences des crimes dont elle est accusée. Le 15 février 1993, le procès de Beverly Allitt s'ouvre à la cour d'assises de Nottingham. Un expert en pédiatrie, le professeur Roy Meadow, affirme que Beverly montre de clairs symptômes qui indiquent qu'elle souffre du syndrome de Munchausen, mais aussi du syndrome de Munchausen par procuration. La première pathologie, aussi appelée trouble factice, est caractérisée par un besoin de simuler une maladie ou un traumatisme pour attirer l'attention ou la compassion, et celui ou celle qui souffre de la seconde pathologie a pour but de générer l'attention ou la compassion à travers la maladie d'un enfant. Il est très rare
de retrouver les 2 troubles chez une même personne, et le professeur Middaugh révèle que ceux qui en sont atteints peuvent blesser les autres sans même avoir conscience de la souffrance qu'ils infligent, ce qui les rend extrêmement dangereux. D'ailleurs, Beverly Halit ne sera présente que durant 16 jours à son propre procès, alors qu'il durera près de 2 mois, toutes ses absences étant dues à des épisodes de maladie. Le 23 mai 1993, elle est condamnée à 13 peines d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre et tentative de meurtre, et c'est alors la condamnation la plus sévère jamais infligée à une femme. Questionné au sujet de la sévérité de la peine, le juge Latham affirme que la peine reste proportionnelle aux souffrances infligées aux victimes et à leurs familles, mais aussi à l'ombre jetée par les méfaits de l'accusé sur la noble profession qu'est celle d'infirmière. Beverly Halit est incarcérée au Rampton Secure Hospital à Nottingham, un établissement psychiatrique de haute sécurité, et là-bas, elle recommence à essayer d'attirer l'attention régulièrement en avalant du vermoulu ou encore en se brûlant la main. Plus tard, elle admettra avoir commis 3 des meurtres ainsi que 6 des agressions dont elle a été reconnue coupable, sans toutefois jamais exprimer le moindre remords. Sa période de sûreté ayant expiré en novembre 2021, Beverly Halit est à présent admissible à la libération conditionnelle après avoir purgé une peine minimale de 30 ans, mais elle est aujourd'hui encore toujours incarcérée. Surnommée l'ange de la mort par les médias, elle reste l'une des femmes meurtrières britanniques les plus prolifiques. La petite Katie Phillips, dont Beverly Halit était la marraine, a été laissée lourdement handicapée par l'attaque de celle qui était alors son infirmière. Elle souffre de lésions cérébrales permanentes, ainsi que d'une paralysie et d'une cécité partielle. Espérons juste que Beverly n'ait jamais l'opportunité de refaire du mal à qui que ce soit d'autre. Si cette affaire vous a intéressé, n'oubliez pas de me le faire savoir en mettant le petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ça n'a pas déjà été fait, et nous on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle affaire. D'ici là, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme, et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres et créatures imaginaires. Salut!